Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans ce magazine des Nations Unies. Tout de suite, les titres. Le Japon a réitéré son aide en faveur du programme d'alimentation scolaire en République du Congo. L'aide humanitaire de la République populaire de Chine au centre d'une conférence de presse à Brazzaville. Le programme d'alimentation scolaire au Congo sera renforcé avec environ 1 800 000 $ américains octroyés par le Japon. La signature des notes à cet effet a eu lieu en présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, M. Anatole Koliné-Makosso, son Excellence M. Hiroshi Kabure, ambassadeur du Japon, et M. Jean-Martin Bauer, directeur pays et représentant du programme alimentaire mondial. Suivez ce reportage. Ce projet consiste à fournir à 54 000 élèves repartis en 318 écoles primaires des départements du Poul, de la Bouinza, de la Lekumu, des Plateaux, de la Likwala et de la Sanga pour l'année scolaire 2018-2019 des conserves de poissons afin d'améliorer la sécurité alimentaire et de lutter contre la malnutrition dans le milieu scolaire au Congo. Dans son allocution, M. Hiroshi Kabure a rappelé la place importante qu'occupe la sécurité alimentaire dans le plan national de développement mis en place par le gouvernement congolais et dans la vision du chef de l'État, son Excellence M. le Président Denis Sassou Nguesso. Le Japon même a des expériences de la cantine scolaire, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a établi le système de la cantine scolaire pour les enfants et le Japon pense que c'est très important pour le développement et la stabilisation de l'éducation de base. Ce programme d'alimentation scolaire est mis en œuvre avec le ministre de l'Enseignement afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants congolais en leur donnant de la nourriture et en veillant à la santé de ces derniers. Prenant la parole à leur tour, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, M. Anatole Koliné-Makosso, et le représentant du programme alimentaire mondial, M. Jean-Martin Bauer, ont salué les efforts du Japon, un pays qui est très attaché au programme d'alimentation scolaire. Le don du Japon de 1,8 million de dollars, soit 1 milliard de CFA, contribuera à l'alimentation d'environ 54 000 élèves dans 318 écoles du pays. L'accès à la cantine mettra les enfants vulnérables en condition d'assister aux cours et d'acquérir le savoir nécessaire pour préparer leur avenir. Les études économiques ont prouvé qu'au Congo, $1 investi dans la cantine produit 9,6 $ de retombées sociales. Conscient de ces enjeux, le Congo a adopté une politique d'alimentation scolaire qui vise la généralisation des cantines scolaires à l'horizon 2025. La création de cette structure constitue un pas important vers la durabilité du programme. Nous nous félicitons aussi de la reprise de la contribution du gouvernement au programme avec, cette rentrée, environ 47 tonnes de sel iodé offertes pour les cantines scolaires. Cette contribution du gouvernement en ces temps difficiles démontre concrètement l'attachement du Congo au fonctionnement des cantines scolaires et elle permettra de compléter les apports du Japon et des autres partenaires. Aux côtés du Congo ont existé des partenaires importants, dont le PAM et la République du Japon, qui ont aidé à mettre en œuvre une politique audacieuse qui a permis la rétention des enfants sur le banc de l'école. Rappelons que le gouvernement de la République du Congo, avec l'appui du PAM et des partenaires, s'est doté en 2016 d'une politique nationale d'alimentation scolaire dont la vision est une alimentation scolaire durable, de bonne qualité et à base de produits locaux pour tous les enfants inscrits dans toutes les écoles de l'enseignement de base en République du Congo à l'horizon 2025.
Les programmes d'assistance humanitaire en faveur des personnes déplacées dans le département du Poul étaient au cœur d'une conférence de presse animée par Madame Antoinette Dinganzondo, au ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, en présence de son Excellence Monsieur Mafouline, ambassadeur de la République populaire de Chine, le 25 septembre à Brazzaville. On rappelle, la Chine, qui compte parmi les donateurs, avait généreusement octroyé au Congo un don de 3 milliards de francs CFA mis à la disposition du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et le Programme alimentaire mondial PAM. Les détails dans ce reportage. Le Congo traversant une période difficile, la Chine, pays ami du Congo, a répondu avec un engagement fort et des mesures concrètes afin de lui venir en aide. C'est pourquoi l'État chinois a mobilisé 6 millions de dollars américains dans le cadre du Fonds d'aide pour la coopération Sud-Sud, un fonds annoncé par le président Xi Jinping au sommet de l'ONU sur le développement durable en 2015 et entièrement financé par le gouvernement chinois. Cette somme a été repartie équitablement entre le HCR et le PAM au profit des populations du pôle. La Chine a soutenu, avec la collaboration du HCR et du PAM, une action, disons, importante pour la République du Congo, mais aussi une action importante de la coopération entre non seulement la Chine et le Congo, mais aussi la Chine, le Congo et tous les autres partenaires. C'est ce qui est significatif. Ce genre d'action, ce n'est pas la première fois que la Chine fait ce domaine, parce qu'en Chine, nous avons un fonds de coopération Sud-Sud, donc l'argent vient de ce fonds, et j'espère que dans l'avenir, nous pouvons toujours, avec les mêmes projets, tout cela pour profiter à la population, notre coopération avec la République du Congo et les institutions internationales. Le gouvernement de la République du Congo avait lancé un appel à l'aide humanitaire d'urgence en faveur des populations déplacées du Poul. Plusieurs partenaires avaient répondu favorablement, parmi lesquels la République populaire de Chine. En effet, la République populaire de Chine avait contribué à hauteur de 6 millions de dollars américains, soit l'équivalent d'environ 3 milliards de francs CFA, via les agences du système des Nations Unies. La contribution de la Chine était répartie à part égale entre le Programme alimentaire mondial et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, en abrégé HCR. Cette contribution qui est venue appuyer les efforts du gouvernement en matière d'assistance humanitaire d'urgence dans le département du Poul a permis d'augmenter la capacité de mobilisation en faveur des dites populations. Depuis février 2017, le PAM apporte une assistance alimentaire et nutritionnelle continue aux populations déplacées du Poul à travers des distributions en vivres et des transferts monétaires par le biais de Scope, une nouvelle plateforme numérique puissante et flexible. Cette contribution de la Chine en faveur du PAM d'un montant de 3 millions de dollars a permis d'acheter 2325 tonnes de vivres pour continuer l'assistance alimentaire auprès de 25 000 déplacés internes durant 5 mois de mars à juillet 2018.
Elle a également permis d'améliorer la situation nutritionnelle de plus de 13 000 femmes enceintes et allaitantes et 13 000 enfants de moins de 5 en fournissant des aliments nutritionnels spécifiques pour le traitement et la prévention de la malnutrition dans 14 centres de santé intégrés, a expliqué M. Jean-Martin Bauer, représentant du PAM au Congo. Nous avons pu acheter, acheminer et distribuer plus de 2325 tonnes de produits alimentaires. Ce programme a eu des résultats probants. Le Programme alimentaire mondial a pu toucher 30 000 personnes avec une assistance alimentaire et nutritionnelle ciblée. Les enquêtes montrent que la prévalence de l'insécurité alimentaire a nettement reculé. Au-delà des chiffres, l'assistance de la République populaire de Chine a redonné espoir à de nombreuses personnes qui avaient tout perdu. Par contre, du côté du HCR, le représentant de cette agence onusienne, M. Kwame Sir Modeste, affirme que les 1,6 milliard de francs CFA ont permis la mise en œuvre d'un projet dans le cadre du plan de réponse humanitaire en faveur des populations déplacées du pôle. 15 318 familles ont bénéficié d'articles de secours composés de couvertures, matelas, seaux, kits de cuisine et bien d'autres. Quant aux abris d'urgence, bâches et tentes, ce sont 20 860 personnes qui ont pu en bénéficier. Enfin, le HCR a pu construire 40 abris communautaires durables dans 11 localités du département du Pôle. La mise en œuvre du projet a débuté au mois de novembre 2017 et a pris fin en juin 2018. Le principal objectif du projet étant d'assurer un accès à de meilleures conditions de vie, aussi bien aux déplacés qu'aux familles d'accueil. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a l'honneur de représenter et dire ici qu'il a reçu un financement de 3 millions de dollars pour soutenir les personnes déplacées internes, notamment en abri et articles ménagers essentiels. Ces fonds hautement salvateurs nous ont permis de mener diverses activités de grand intérêt pour le bien-être des populations. Ainsi, en novembre 2017, plus précis de novembre 2017 à juin 2018, nous avons mis en œuvre les activités suivantes. Achat de matériel informatique et bureautique, commande d'articles ménagers essentiels, soutien au ministère des Affaires sociale et de l'action humanitaire en matériel informatique et bureautique, distribution d'articles ménagers essentiels aux personnes déplacées, construction d'abris communautaires, la distribution de 41 904 couvertures, 32 300 nattes, 22 931 seaux, 24 600 jerrycans, 18 580 bâches, 570 tentes, 7 705 ustensiles de cuisine. Cette distribution a eu lieu aux personnes déplacées. La priorité a été accordée aux personnes vulnérables. Le contenu et la taille de l'assistance variant en fonction de la taille de la famille. Devant les hommes des médias nationaux et internationaux, les représentants des agences onusiennes, l'ambassadeur de la République populaire de Chine et la ministre des Affaires sociales ont procédé à la signature du document mettant fin aux fonds reçus pour l'aide humanitaire à la période 2017. Beaucoup reste encore à faire pour ce département et donc une aide des autres partenaires sera la bienvenue. L'exploitation illégale dans nos pays a un impact dévastateur sur certaines forêts les plus précieuses qui restent dans le monde, y compris celles du bassin du Congo. Pour lutter contre cette pratique néfaste, le ministère de l'économie forestière, en partenariat avec l'AFAO et l'Union européenne, a procédé mercredi 19 septembre au lancement des projets de l'ITBT au Congo et Uniboa. Suivez. Les projets de participation structurée du secteur privé congolais dans l'élaboration des textes réglementaires et des documents techniques de l'APV FLEG et de l'intégration de la filière des bois tropicaux d'Afrique centrale et de l'Ouest dans les mécanismes FLEG et RED+,
lancé lors de cet atelier vise essentiellement la sensibilisation des participants sur les activités et les résultats attendus. La stimulation de la participation active du secteur privé congolais au processus FLEG, la présentation des opportunités du programme dans le cadre de la certification à l'identification des besoins en formation et renforcement des capacités des entreprises et syndicats sur les mécanismes FLEG et certification et celle des attentes des entreprises par rapport aux différents projets. Comme le souligne Madame Suze Percy Filippini, représentante de la FAO par le biais du chargé de programme de cette agence onusienne, Monsieur Marius Sayamaba. Ce nouveau plan qui canalise désormais toutes les interventions futures en matière de développement s'articule autour de 3 principaux axes. Les axes auxquels notre activité de ce jour est plus rattachée sont la gouvernance sous toutes ses formes, y compris celle du secteur forestier, et la diversification et l'industrialisation de l'économie nationale, encore fortement tributaire du secteur pétrolier. Monsieur de la nécessité d'alignement de nos interventions sur les axes prioritaires du nouveau PND, le programme FAO-UE FLEG relatif à l'application des réglementations forestières, à la gouvernance et au commerce du bois et de ses dérivés est mis en œuvre pour réduire et, à terme, éliminer l'exploitation illégale du bois en provenance de l'Amérique latine, de l'Asie et de l'Afrique. Il convient de rappeler ici que les 2 principales composantes du plan d'action FLEG sont les accords de partenariat volontaire et le règlement européen sur le bois. La PV est un accord commercial bilatéral contraignant qui définit un système de vérification de la légalité du bois qui aboutit à la délivrance d'autorisations FLEG qui offrent un accès facile au marché de l'Union européenne. Il existe d'autres instruments ou outils FLEG importants tels que la certification volontaire des forêts, les systèmes de vérification de la légalité nationaux ou privés et les politiques de marché public ou privé pour garantir que le bois exporté vers l'Union européenne vient de sources légales. Je voudrais saisir cette occasion pour vous informer que la FAO a récemment lancé un appel à propositions complètes pour les candidats dont les notes succinctes ont été retenues depuis Rome. Le directeur de cabinet de la ministre de l'économie forestière, M. Pierre Tati, aussi n'est pas resté indifférent face à ce sujet. Le projet FLET-RED financé par le FM et FLET-IP financé par l'Union européenne et intitulé « Intégration de la filière des bois tropicaux d'Afrique centrale et de l'Ouest dans les mécanismes FLET et RED » ont pour objectif l'amélioration de la participation du secteur privé au processus de négociation et la mise en œuvre de la PV FLET. Le projet PPSCF Comifac, signé en juillet 2018, financé par le KfW au travers d'une collaboration vise l'amélioration de la prise en compte de la certification vérifiée tierce partie dans le processus FLET-RED+. Depuis la ratification en 2013 de l'accord de partenariat volontaire APV-FLET, dans le but de se mettre en conformité avec les exigences de cet accord, ceci avec le soutien des partenaires techniques et financiers internationaux. Le présent projet, mis en œuvre par la FLET, ainsi répondre à la problématique de la participation du secteur privé de la filière bois au processus de mise en œuvre de la PV FLET Congo. Rappelons que ce programme appuie également le plan d'action de la Commission européenne sur le FLEG visant à promouvoir la participation et la consommation légale des bois en accordant des fonds à des projets et en assistant à toutes les étapes du projet initial au résultat final et à la diminution illégale devrait contribuer à court et moyen terme à la réalisation des objectifs de développement durable en réduisant la pauvreté ODD 1, en assurant la sécurité alimentaire ODD 2, en atténuant les changements climatiques ODD 13
et en gérant durablement les forêts ODD 15 à travers un partenariat ODD 17. Plus d'une centaine de membres d'organisations de la société civile ont participé à une session de sensibilisation sur la mise en œuvre et le suivi-évaluation des objectifs de développement durable ODD comme base du Plan national de développement PND et du Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement UNDAF. La session s'est tenue le 14 septembre dernier au Centre d'information des Nations Unies. Reportage. Une minute de silence a été observée en mémoire de Kofi Annan, 7e secrétaire général des Nations Unies, décédé le 18 août en Suisse, inhumé le 13 septembre 2018 au Ghana. 3 communications ont marqué l'atelier, à savoir le cadre général des ODD, l'intégration des ODD dans le PND et l'implication des ONG dans la réalisation et le suivi-évaluation des ODD. Le PND se focalise sur 14 ODD. En impliquant les institutions congolaises aux ODD, les agences onusiennes obéissent à l'agenda 2030 qui consiste à ne laisser personne de côté, comme l'affirme Anthony Kwaku Ouemeng Boama, le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Ce que nous venons de démarrer ici avec la société civile, c'est important. Les ODD, bien sûr, ça appartient pas seulement au gouvernement, aux institutions, mais tous les Congolais. La société civile, d'une certaine manière, représente aussi les Congolais, donc il doit jouer un rôle. La charte même des Nations Unies commence par nous, les peuples. Donc l'implication de la société civile va dans ce sens. Mais il faut qu'on passe de parole, bien sûr, à l'action. La formulation de PND est très importante. Concrètement, cela veut dire que le Congo s'engage dans la mise en œuvre des activités qui vont nous permettre de suivre l'évolution positive de certains indicateurs sous-jacents aux objectifs de développement durable. Deuxièmement, il ne suffit pas seulement de préparer un PND. Maintenant, il faut mettre aussi les ressources financières concernées pour que les activités puissent être réalisées. Et troisièmement, il faut faire un suivi et évaluation qui permet de corriger la mise en œuvre des activités pour atteindre les cibles souhaitées. J'ai aussi parlé du rôle du Parlement, parce que le Parlement qui contrôle l'action gouvernementale, donc le Parlement aussi doit pouvoir aussi poser des questions sur les réalisations comme conçues et comme inscrites dans le PND. Existe-t-il encore une possibilité, monsieur le coordonnateur résident, que les Nations Unies aident le Congo à améliorer ses performances à l'atteinte de ses objectifs de développement durable? Mais oui, c'est un dialogue permanent continu. Donc même l'activité même des Nations Unies, c'est d'accompagner le pays. Nous avons accompagné, bien sûr, dans la préparation de PND. L'activité que nous réalisons aussi concourt aussi à l'atteinte de certains objectifs. Les ODD sont universels. Ici au pays, au Congo, ça implique tout le monde. La question des ODD a suscité la réaction de plusieurs participants dans la salle après une séance de questions-réponses. Claudia Onyele, coordonnatrice générale des projets Sémir, et Gaspard Mienontima, responsable à Cercle Unis Droits de l'Homme et Culture de Paix, témoignent. On a partagé sur les objectifs du développement durable, aussi bien sur la société civile et les ONG congolaises. Pour moi, ce qui ressort, il faudrait qu'on soit en symbiose. Chaque organisation évolue dans son domaine, mais ce serait bien qu'il y ait une plateforme. Des débats qu'il y a eu, je pense que ça serait important qu'il y ait une plateforme, que ces sociétés civiles ou ONG, qu'on puisse se connaître et qu'on puisse travailler ensemble, quel que soit le domaine d'activité. Une réunion très importante, oui, à laquelle nous associons, nous, en tant qu'acteurs de la société civile.
nous avons retenu beaucoup de choses. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'en tant qu'acteurs de la société civile, travaillant pour le compte des populations, porte-voix des populations, eh bien, on nous a appris l'importance de ces ODD pour améliorer les conditions de vie des populations. Les participants ont conclu la rencontre par une recommandation visant la production du rapport alternatif de la mise en œuvre des ODD dont le but est de compléter le rapport volontaire du gouvernement congolais. La ceinture maraîchère de Brazzaville, un cas typique d'éradication de la faim en milieu urbain. Plus de détails dans cette découverte. Construite sur la rive droite du fleuve Congo et entourée de plusieurs cours d'eau, la ville de Brazzaville bénéficie des atouts favorables d'une activité maraîchère à grande échelle. Mamelle nourricière de la capitale congolaise, la production maraîchère autour de Brazzaville a su au fil des années se faire une place dans le quotidien des consommateurs et devenir un véritable pôle de production agricole de proximité. Elle symbolise en même temps la vision des autorités de sortir la ville capitale de la dépendance vis-à-vis des pays environnants. Et Brazzaville, avec ses 2 350 000 habitants, constitue le principal marché. Si dans la partie nord de Brazzaville, l'activité a connu un petit effondrement du fait de l'insuffisance des espaces d'exploitation et surtout de l'expulsion il y a quelques années des maraîchers des sites de Talangaï pour des raisons d'utilité publique. Néanmoins, quelques petites parcelles de production sont encore exploitées le long de la corniche et dans certains quartiers de la ville. La ceinture n'est plus comme hier. On a connu pas mal d'événements. Les gens n'ont plus la culture de travailler comme avant parce qu'on a un manque de soutien. Nous souhaitons, si la FAO ou d'autres opinions internationales peuvent nous soutenir. Actuellement, les perspectives de production et de rendement sont prometteuses dans la zone sud de la ville où sont concentrés la plupart des groupements coopératifs. Pour optimiser cette production, le gouvernement du Congo a mis à disposition des espaces de terre arables avec une disponibilité en eau et facilité d'irrigation. Situé à Mayanga dans le 8e arrondissement de la ville, affilié à l'Union des groupements des exploitants agricoles de la rive droite du Djoué, le groupement Jean-Félicien Maouna regroupe 30 maraîchers sur une superficie de 7 hectares et demi. Mère de 7 enfants, Augustine Maouna assure tous les besoins de sa famille grâce au maraîchage. C'est ma 3e année que j'ai commencé à exercer le maraîchage. Je le fais, c'est parce que c'est mon travail, ce n'est pas un deuxième travail. Je contribue pour mon foyer avec ça. Mais les légumes ne se cultivent plus uniquement dans les périmètres irrigués, mais aussi par de nouveaux procédés comme les micro-jardins. Impulsé par le pacte de Milan sur la politique alimentaire urbaine, l'autorité municipale s'est fixé un plan stratégique de lobbying et de plaidoyer en vue de changer les habitudes alimentaires des Brazzavillois. Un ménage, un jardin, tel est l'esprit de cette nouvelle vision qui vient compléter la production locale en vue de lutter contre la faim dans le périmètre de la ville. Les techniques évoluent. C'est vrai que nous avons les terres arables qui sont là, qui ne sont pas exploitées à 100%, mais les citadins, comment ils font? Nous appelons ça agriculture urbaine. Pourquoi? Parce que celui de la ville, celui qui n'a pas les terres, il a une parcelle chez lui à la maison, peut pratiquer cette agriculture.
la fin de ce magazine, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous samedi prochain sur Télé Congo et nous vous disons à très bientôt.